Alors, je suis très heureuse et honorée de pouvoir accueillir pour cette session qui est consacrée à l'anecdotique des archives et des manuscrits, des collègues que je présenterai à mesure des communications. Et pour commencer, nous sommes très heureux de vous accueillir, professeur Rank. Donc vous êtes professeur de littérature française à l'université d'Oxford. Vous êtes aussi directeur de la Voltaire Foundation. Et pour notre plus grand honneur, vous êtes membre associé de l'ITEM, où vous dirigez le groupe Voltaire, une des équipes de l'équipe 18e siècle consacrée à Voltaire. Et vous avez dirigé et achevé récemment l'édition des œuvres complètes de Voltaire, projet pharaonique dont vous allez un peu nous parler, mais vous allez surtout mettre aujourd'hui l'accent sur l'édition de la correspondance au sein de l'archive voltairienne. Je vous laisse tout de suite la parole et je vous remercie. Merci beaucoup d'abord pour cette introduction trop gentille, merci. Et surtout un grand merci à vous et aussi à Pierre et à Nathalie pour cette invitation. J'ai beaucoup de plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. La correspondance de Voltaire, je regarde l'heure pour être sûr que je ne dépasse pas. La correspondance de Voltaire représente évidemment une grande somme de la littérature des Lumières et d'un point de vue archivistique, elle pose des défis tout à fait redoutables. Premièrement, Voltaire a eu une très longue vie. Le corpus est énorme. Il s'agit d'un des plus importants corpus épistolaires dans la littérature européenne. Point. On connaît la boutade qui date du XIXe siècle. Encore des lettres de Voltaire, on en trouvera jusqu'au jugement dernier. Deuxièmement, en attendant le jugement dernier, Voltaire était déjà de son vivant une célébrité. Et ça c'est important parce que ça veut dire que ces lettres étaient recherchées avidement. Elles ont été souvent copiées et recopiées par Voltaire, par ses secrétaires, par des tiers, pour toutes sortes de raisons, parfois bénéfiques, parfois hostiles. Et c'est l'énorme prolifération de copies de lettres qui ajoute une très grande couche de complexité à l'étude de ce corpus épistolier. J'aimerais évoquer très rapidement un livre et un terme qui est beaucoup employé en Angleterre en ce moment, qui est le terme de remediation. Je pense qu'on peut dire remédiation en français. J'ai trouvé aussi remédiatisation. Vous me direz après ce qui est le mieux. Le concept a été mis à la mode, je pense, par ce livre, les deux auteurs Jay Bolter et Richard Grusin, dans ce livre qui date déjà de 1999. Il existe une traduction en italien. Pour l'instant, le livre n'est pas traduit en français. Selon Bolter et Grusin, les nouveaux médias n'existent pas isolément, mais toujours en interaction avec les médias qui précèdent. Je résume évidemment trop vite un livre de 300 pages. Et chaque fois que nous opérons un acte de remédiation, chaque fois que nous publions sur papier l'édition de manuscrits, et un autre acte de remediation lorsqu'on transforme une édition papier dans une édition numérique, et ainsi de suite. Chaque acte de remediation est un acte transformateur avec toujours des gains et des pertes. C'est ça qui est intéressant. Et il parle aussi, je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup, mais leur terminologie m'intéresse. Il parle de deux mouvements contraires qui sont toujours à l'œuvre. Immediacy, le désir de donner une illusion d'une réalité immédiate. Et hypermediacy, le désir toujours d'attirer l'attention sur l'artifice du procédé. Donc, une transcription diplomatique de manuscrits serait dictée par un désir d'immediacy, évidemment. Mais les annotations qui l'entourent, qui expliquent les conditions de sa composition ou s'inscrivent dans une pratique de hypermediacy. Et ces deux mouvements sont toujours à la fois complémentaires, mais en tension. Et ça, je n'aurai pas le temps de développer cette idée, mais c'est un contexte pour ce que je vais dire. Je reviens à Voltaire, et pour mieux éclairer les enjeux posés par la correspondance, je vais esquisser d'abord très rapidement l'histoire de la publication de la correspondance de Voltaire. De son vivant, Voltaire publie quelques lettres de façon ponctuelle, mais il n'aurait jamais pensé à publier ces lettres comme un corpus à part entière.
Cette idée de la correspondance générale de Voltaire est inventée en fait par Condorcet. Condorcet plus Beaumarchais et les collègues, qui, dans le cadre d'une édition des œuvres complètes de Voltaire, publiée après la mort de Voltaire, publiée entre 1784 et 1789. Cette édition s'appelle l'édition de Kehl, et c'est donc chez Kehl qu'on découvre un corpus épistolier qui, déjà à l'époque, avant la Révolution, comporte autour de 4500 lettres, déjà. Au cours du XIXe siècle, le corpus ne cesse de croître. Mais, je passe sur le détail, mais la correspondance de Voltaire telle qu'on la connaît aujourd'hui est plus ou moins l'invention, et on peut dire une invention, d'un seul homme, Theodore Westermann, le voilà, un homme qui se disait anglais, en fait il était polonais, mais je passe sur le détail. Et dans les années d'après-guerre, il est évident que le personnage de Voltaire incarnait pour lui, pour beaucoup d'autres, les valeurs d'un libéralisme européen. Et en 1952, Westermann a créé à Genève un institut Voltaire où il a édité au long des années la correspondance de Voltaire. Westermann, je voulais aussi dire quelque chose de... C'est peut-être anecdotique, mais pas entièrement. Le souci de... pourquoi Westermann s'était tellement intéressé à cette correspondance? Pour les raisons politiques sérieuses que je viens d'esquisser, mais aussi par des valeurs un peu de jalousie et d'autopromotion. Westermann adorait les grands projets bibliographiques. Il adorait ça. Il avait fait l'histoire de beaucoup d'autres projets bibliographiques. Et dans le monde anglophone, je parle des années juste après-guerre, il existait un grand projet très remarqué, plus que tous les autres. Voilà, W.S. Lewis, Wilmarth Sheldon Lewis, un Américain pur de sang de la côte Est, un liberal white wasp, qui commence en 1937 une édition de la correspondance de Horace Walpole. Horace Walpole est un personnage, pas mineur, mais un personnage, je peux dire, de deuxième ordre, fils du Premier ministre. Mais un auteur tout à fait remarquable. Et cette édition de la correspondance de Walpole est publiée par les presses universitaires de Yale. Lewis est un homme extrêmement riche. Il a consacré toute sa vie et toute sa fortune à cette publication. Walpole a écrit quelque chose comme 7000 lettres, et ces lettres constituent, on peut dire, une fresque inégalée de la vie littéraire anglaise du XVIIIe siècle. Et ça reste un chef-d'œuvre, cette édition critique reste un chef-d'œuvre absolu. Impossible d'étudier le XVIIIe siècle anglais sans avoir recours à cette édition, qui s'appelle The Yale Edition of Horace Walpole's Correspondence, qui a été tout de suite saluée comme un vrai chef-d'œuvre. Westermann était, je pense, jaloux de ce projet. Westermann, comme Lewis, était héritier d'une grande fortune. Il avait besoin de trouver un personnage dans le domaine français à la hauteur de Horace Walpole, ou même mieux, et Voltaire, évidemment, faisait l'affaire. L'édition, donc voilà, The Yale Edition of Walpole commence à Yale en 1937, et Lewis meurt juste avant de la fin du projet. Vous voyez, ce projet finit en 1983. Alors, dans le concours lancé par Westermann commence après Lewis en 1953, mais il arrive à publier 118 tomes en finissant en 64, c'est-à-dire dans un concours inventé par Westermann, il bat Lewis facilement. Il faut dire entre parenthèses que Lewis a fait une annotation absolument somptueuse des lettres, et Westermann a fait une annotation beaucoup plus brève, mais ça c'est une autre histoire. En 1967, on lance en Angleterre le projet de faire une édition critique des œuvres complètes de Voltaire, auquel vous venez de faire allusion, et on pensait qu'on allait mettre à l'intérieur de cette nouvelle édition la correspondance de Voltaire, l'édition que vous avez là. Westermann finance la nouvelle édition de Voltaire. Il dit non, pour la nouvelle édition, je vais refaire l'édition de la correspondance. Donc Westermann a édité la totalité de la correspondance de Voltaire 2 fois. La première édition, comme vous le voyez, la deuxième édition, où le corpus est encore plus grand, 21 000 lettres, qu'il publie entre 1968 et 1977. Entre parenthèses, vous voyez que la deuxième édition, qui est plus grande
ne compte que 51 tomes, parce que les tomes sont beaucoup plus grands que dans la première édition. Ensuite, cette édition est reprise en Pléiade, au moins pour la partie active, éditée par Frédéric Deloffre. Donc je retourne un peu à l'histoire de cette correspondance. Et puis, il y a un projet numérique. Donc, voilà les œuvres complètes de Voltaire, où se trouve la correspondance. Et je voulais dire très rapidement que, évidemment, on penserait, en étudiant ce corpus, se référer à un catalogue des manuscrits voltairiens, et pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'articles et des choses un peu disparates. Nous sommes en train, à la Voltaire Foundation, de créer un catalogue des manuscrits relatifs à Voltaire, CMV, qui est en train d'être construit en ce moment. Et nous espérons d'ailleurs présenter ce catalogue. Une première présentation aura lieu à l'ITEM au cours de l'année prochaine. Bon, ça c'était très rapidement une vue rapide sur l'histoire des lettres. Et j'aimerais tourner maintenant vers un exemple précis. C'est très difficile de faire des généralités sur l'édition des lettres de Voltaire, car chaque lettre semble poser des difficultés particulières. Donc je prends une seule lettre. Et j'ai pris l'exemple d'une lettre dont le manuscrit semblait perdu, ce qui normalement aurait dû simplifier la tâche. Il s'agit d'une lettre... il s'agit d'une lettre, ça c'est simplement un cliché de la deuxième édition de Westermann, que Voltaire s'adresse à Claude-Philippe Fiot de la Marche. C'est daté du 4 novembre 1761. Fiot de la Marche venait d'une famille d'avocats en Bourgogne. C'est un grand personnage qui vient d'une grande famille de juristes. Pour vous montrer à peu près le style de la famille, voilà le palais, l'hôtel que Fiot de la Marche s'est construit à Dijon. Vous voyez à gauche du tableau la ville de Dijon. Et Fiot de la Marche s'est construit cet hôtel magnifique juste... à l'époque, c'était juste à l'extérieur de la ville. Ce château n'existe plus, malheureusement. Ça s'appelait le château de Montmusard. Dans la lettre, c'est une lettre brève. On y reviendra un peu. Voltaire parle de sa santé, comme toujours. Il parle de sa passion pour son correspondant, donc il y a une certaine intimité dans la lettre. Il demande des nouvelles de sa fille. Mais en réalité, malgré les apparences vaguement sociales, il s'agit d'une lettre d'affaires. Voltaire a envoyé à Fiot de la Marche un paquet concernant les fétiches, F majuscule. C'est une allusion au président de Brosse, célèbre comme étant l'auteur de livres sur les fétiches, un livre que Voltaire déteste. Mais surtout, Voltaire entend publier des commentaires sur Corneille, et pour cette édition très prestigieuse, il a besoin d'un appui financier pour payer les gravures. Il a demandé à Fiot de la Marche une aide financière pour régler la moitié des planches dans l'édition. Fiot de la Marche n'a pas répondu. Cette lettre est pour rappeler à Fiot de la Marche qu'il devrait quand même faire un petit effort. Alors, comment cette lettre... Donc, c'est une lettre, c'est pas une grande lettre de Voltaire, mais c'est une lettre très typique. À quelqu'un, j'aurais dû dire qu'il connaît Fiot de la Marche depuis les années du collège. Ils étaient tous les deux à Louis-le-Grand. Donc, ce sont de très, très vieux amis. Il y a une intimité qui vient de la longueur de leur connaissance. Et c'est une lettre très typique. Il a deux affaires en cours concernant le président de Brosse et le commentaire sur Corneille. Et avec ça, il mélange quelques idées, notions de politesse sur sa santé, etc. Alors, comment cette lettre nous est-elle connue? Alors, premièrement, un monsieur au XIXe siècle, Henri Moulin, a eu sous la main quelques lettres inédites de Voltaire à Fiot de la Marche. Et il les publie en 1885 dans les mémoires de l'Académie nationale de Caen, sans dire qui possède ces manuscrits, comme on faisait à l'époque. Et ces manuscrits, depuis,
se sont dispersés, on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Donc nous n'avons que le témoignage de cet article paru dans les mémoires de Caen. Et vous voyez comment ça se présente. Voilà la revue. Et voilà comment Henri Moulin présente cette lettre au XIXe siècle. Il a soin de mettre inédite au début pour marquer l'importance de ce qu'il dit. Il donne le texte de la lettre. Et voilà. Et puis il continue. Alors, en fait, dans cet article, Henri Moulin explique en détail, et c'est très bien fait, les relations entre Voltaire et Fio de la Marche. Il fait une narration et insère les lignes édites à l'intérieur de la narration. Donc, en fait, il n'a pas besoin vraiment d'annoter la lettre parce que le contexte est expliqué par la narration. Westermann, quand il fait son édition, d'abord en 59, ensuite en 72, il n'a pas le manuscrit, donc il ne peut que recopier le texte d'Henri Moulin. Donc, voilà le texte. Il faut dire que c'est assez réducteur. Il n'a pas une seule note. Donc, l'allusion à fétiche n'est pas expliquée. L'allusion au commentaire sur Corneille n'est pas expliquée. Simplement, il y a une note en bas de page, vous voyez, édition, il donne la source qui est Moulin. Donc c'est vraiment service minimal. Il explique sa source, il nous donne le texte, qui est fort utile, mais sans ajout aucun. Il y a quand même, je pense toujours à ce processus de remédiation, il y a de petits changements. Westermann, il ne le dit pas bien sûr, Westermann ajoute entre crochets l'année 1761. C'est utile, c'est pas faux. La signature chez Moulin est en majuscule. Westermann le met en minuscule. C'est pas faux, mais c'est un changement qu'il ne signale pas. Détail beaucoup plus controversé. Vous voyez en début de la lettre, mon corps est malade, monsieur. Monsieur M minuscule. Dans la première édition imprimée, monsieur avait un M majuscule. Même chose, mademoiselle votre fille, à la deuxième ligne, mademoiselle fille avait des majuscules au XIXe siècle. Alors, l'insertion de ces minuscules, c'est purement la lubie de Westermann, qui n'aimait pas, qui mettait Dieu même Dieu, au God, avec le minuscule. Donc, il réduit au minuscule le Fio de la Marche et sa fille pour des raisons complètement personnelles et erratiques. Ce sont des changements, bien sûr, qui ne sont pas signalés. Un dernier point qui n'est pas sans importance, un ajout très important de Westermann qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ajout de chiffre D en tête à gauche. C'est-à-dire que Westermann, en créant le corpus de Voltaire, il donne d'abord des chiffres à chaque lettre. Quand il fait la deuxième édition, il est obligé de changer tous les chiffres. C'est un cauchemar pour les voltairistes. Et cette deuxième édition, j'ai passé sur le détail le plus important, Westermann a le culot d'appeler sa deuxième édition The Definitive Edition. Depuis, on n'a plus le droit de découvrir des lettres de Voltaire. Donc, D, c'est pour Definitive. Alors, c'est vrai que ça nous dit beaucoup sur l'ego de Westermann, mais ceci dit, ces chiffres D sont très, très importants pour la recherche, parce que, puisqu'ils sont là depuis plus qu'un demi-siècle, tous les chercheurs, dans toutes les revues, se réfèrent à la croissance de Voltaire avec un chiffre D, à tel point où on n'a même plus besoin vraiment de mettre une note bibliographique. Pour moi, en tant qu'éditeur, aussi bien qu'en tant que chercheur, c'est très important d'avoir des systèmes de référençabilité qui sont sûrs et qui marchent toujours et qui sont simples et qui n'ont pas d'ambiguïté. Donc, l'invention du chiffre D, c'est quand même c'est le seul changement ici qui est vraiment important. Je vais le plus vite possible. Ensuite, je voulais juste noter en passant l'édition de Frédéric Deloffre en Pléiade. Deloffre était un grand voltairiste et très modeste. Sur l'édition de la Pléiade, il dit simplement qu'il est le traducteur de l'édit de Westermann. Il est beaucoup plus que ça. Il ajoute des notes, il corrige des bévues. En fait, Deloffre a fait un très très beau travail sur la correspondance qui ne signe presque pas.
il a fait une bêtise, il a enlevé les chiffres D pour mettre ses propres chiffres Gallimard. Donc ça, c'est un pas en arrière, mais si vous faites une recherche poussée sur une lettre de Voltaire, il faut toujours lire les notes dans la Pléiade, parce que Deloffre a fait beaucoup de travail sans le signer. Ensuite, en 2009, il y a eu la première édition numérique, Electronic Enlightenment. C'est un projet, une recherche menée à la Voltaire Foundation à partir de l'an 2000. Il nous a fallu 9 ans pour le compléter, parce qu'on a numérisé en même temps d'autres correspondances. Et en fait, malheureusement, j'ai dit moi-même le directeur le directeur de cette édition. J'essaie d'aller vite pour ne pas... Donc voilà, on va voir rapidement, on va voir comment en Electronic Enlightenment, nous avons transformé l'édition de Westermann dans une édition numérique. Évidemment, il n'était pas question de réviser le texte. Il était seulement question en l'an 2000 de transférer l'imprimé dans un outil numérique. Donc, vous avez le texte de Westermann à droite, évidemment. Et puis, nous avons décidé de mettre à gauche, dans une colonne à gauche, ce qu'on peut appeler les métadonnées. C'est-à-dire, pour faire une colonne, et je pense que c'est assez bien fait. Et puis, si on descend à gauche en bas, vous avez writers, recipients, et ça va jusqu'à instances, annotation, il n'y en a aucune, print. Et voilà l'annotation. On reprend la seule annotation de Westermann, la source Moulin, Henri Moulin, donc il est toujours là. Mais sinon, on n'a rien ajouté. Il y a une seule chose que je n'aime pas, c'est-à-dire que l'ingénieur avec qui je travaillais a insisté pour qu'on supprime le chiffre D, qui est justement le grand apport de Westermann. Il y a eu une lutte absolument extravagante entre moi et l'ingénieur de l'époque. Et le compromis que je n'aime pas, c'est que le chiffre D se retrouve dans la colonne à gauche, mais ne se trouve plus en tête de la lettre. Donc parfois c'est plus facile de le trouver, mais il est là. Bon. Cette base de données a été distribuée par les presses universitaires d'Oxford, qui sont une machine très efficace pour vendre les bases de données numériques. Et ils sont revenus avec une demande, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on ajoute des lettres, des notices biographiques sur les correspondants. La demande n'était pas stupide. Et ils ont même changé le titre pour mieux vendre la ressource. Au lieu d'appeler ça Electronic Enlightenment, ils voulaient appeler ça Electronic Enlightenment Life and Letters. Ça fait un peu romanesque, mais bon, pourquoi pas. À cette époque, c'est donc après 2009, je n'étais plus responsable pour le projet. Je dis ça pour défendre ma réputation. À cette époque, le projet était passé à la Bodleienne, où le projet se trouve toujours. Et donc, la Bodleienne a accepté de faire des notices biographiques comme le voulait Oxford. L'idée était très bonne. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait les notices pas très bien. Donc, il y a, voilà, une notice sur Voltaire. Je vais trop vite, donc j'ai perdu ma place. L'article sur Voltaire est un peu curieux et contient des clichés tout à fait extravagants et même des bêtises. Je cite par exemple une phrase, je ne vous encourage pas à lire ça, c'est pour ça que c'est très petit. His vast correspondence covers most of the known figures in France and Europe of his day. C'est complètement bête. Enfin bon. Et puis on continue. Voilà, mais ça c'est plus utile. Ça c'est un article sur Fio de la Marche. Parce que le personnage n'est pas très connu, et ça donne quand même une petite esquisse de sa vie qui nous aide à situer cette lettre dans la constellation d'autres correspondants. Il contient quand même des imprécisions, mais la chose est quand même utile. Mais la Bodleienne continue à ajuster ces notices. Alors vous trouvez en bas un ajout qui est très récent, un ajout depuis 1 an ou 2. Il y a une allusion dans cette notice à l'affaire Calas. Bon, ils ont trouvé bien à la Bodleienne maintenant de mettre une note en bas de page sur l'affaire Calas, si Wikipédia, affaire Calas, vous voyez en bas. Alors, je dois dire, ils ont fait ça sans demander ma permission, et je trouve que, enfin,
D'abord, j'étais furieux. Deuxièmement, j'ai consulté l'article en question sur Wikipédia et c'est pas trop mauvais, c'est pas catastrophique, mais c'est pas très bon non plus. Mais le problème, c'est comme c'est une base de données qui se vend, les gens n'achètent pas quelque chose pour après être envoyé sur Wikipédia. Donc, ce n'est pas absolument le modèle à suivre, mais bon, c'est comme ça. Que dire? Bon, je passe vite là-dessus. Et dans cette série de remédiations, comment imaginer la future édition numérique? Je vais aller très très vite évidemment et j'espère qu'il y aura un peu de temps pour des questions. On peut bien sûr, on peut critiquer. Bon, il n'est pas question de critiquer Berstermann qui a fait un chef-d'œuvre en créant cette édition, mais son édition présente quand même deux défauts assez importants. Premièrement, son annotation est extrêmement légère, trop légère. La comparaison avec Rousseau, l'édition de Rousseau faite par Lee est évidente. Lee l'a fait beaucoup mieux que Berstermann. Mais ça, on peut, avec le temps, il est parfaitement envisageable d'annoter la future édition numérique. C'est un grand travail, mais on va le faire. Deuxièmement, ce qui peut-être est plus intéressant, les questions concernant la matérialité des manuscrits sont tout à fait laissées de côté par Berstermann. Son intérêt porte exclusivement, il me semble, sur le contenu des lettres. Mais même dans un cas où nous possédons le manuscrit, Berstermann ne s'intéresse pas tellement aux questions comme le papier, l'écriture, la présence ou non d'une adresse, l'existence d'une enveloppe, les marques de la poste. Il n'en dit rien. On pourrait dire que dans une certaine mesure, c'est un reflet des pratiques de son époque, des années 50 peut-être, mais quand même, Berstermann ne s'intéresse même pas aux questions d'écriture et de signature qui sont très importantes pour les lettres de Voltaire. Donc, dans une édition future, comment imaginer autrement? Évidemment, je pense tout de suite à trois choses que je vais aller très rapidement. On peut enrichir la notation, c'est évident, je n'insiste pas là-dessus. On peut deuxièmement faire quelque chose sur les réseaux qui existent à l'intérieur de la correspondance, parce que du moment où on lit Voltaire et Fio de la Marche, on a envie de savoir combien de lettres il y en a. Quelle est la lettre précédente? Est-ce que nous possédons la lettre qui répond à la lettre que nous avons sur la main? Tout ça est très difficile avec Electronic Enlightenment. Dans la future édition que nous préparons actuellement, vous le saurez. Il sera possible de savoir quelle est la lettre précédente, quel est le sous-corpus. C'est très important à la fois de savoir est-ce qu'il y a une réponse, même d'identifier les lacunes dans le corpus, parce qu'on peut savoir parfois, on peut identifier des lettres qui ont dû exister, même si, parce qu'on peut prouver parfois des lacunes. Donc, on va, avec les outils numériques, on a vraiment la possibilité de réimaginer les réseaux de la correspondance. Troisièmement, les questions matérielles de la lettre. C'est peut-être le plus grand défi. Alors, j'avais pris un exemple un peu spécial, parce que j'avais pris un exemple tout à l'heure où il n'y avait pas de manuscrit. Mais parfois, le hasard fait bien les choses, parce que l'année dernière, un manuscrit de Voltaire est paru en vente chez eBay. Alors, eBay est aussi une forme de remédiation, évidemment. Et avant que la chose ait été achetée, j'ai bien sûr pris pour vous les copies de cette lettre. Alors, voici enfin la lettre que Voltaire envoie à Fio de la Marche en 61. Donc, dans l'édition future, nous allons faire une édition à partir de l'objet matériel. Donc, évidemment, on peut faire mieux que les autres parce que nous avons le manuscrit. Mais qu'est-ce que nous apprenons de ce manuscrit? Il me reste 5 minutes, ça va? Oui. Parfait, je tiens. Nous avons ici, la lettre se présente, comme vous le voyez, sous la forme d'un pli cacheté. C'est-à-dire la feuille est pliée une fois pour faire un document inuit de 4 pages. C'est le système classique au XVIIIe siècle. Le texte de la lettre ne dépasse pas la première page, la page à droite. Vous voyez, les pages 2 et 3 restent vierges, comme c'est le cas, donc la page 4 contient l'adresse. On peut maintenant relire le texte, j'ai pris là l'édition Berstermann, en le comparant avec l'autographe. Vous voyez que l'année, bon, il y a un détail, l'année 1761
est ajoutée sur l'autographe, mais ce n'est pas la main de Voltaire ou la main de la secrétaire. Ça, c'est très clairement un ajout postérieur. Donc, pour ce détail, je ne rentre pas dans le détail. Il y a une différence très importante. À la ligne 3, vous prenez à droite la deuxième ligne de la lettre. J'ignore si mademoiselle, votre fille, est auprès de vous. Alors, si vous cherchez dans l'autographe, 2 à 3, j'ignore si madame, votre fille. Alors, je pense que c'est une simple faute de copie de la part d'Henri Moulin, mais c'est très important. C'est-à-dire que la fille de Fior de la Marche n'est plus célibataire, elle est mariée. Non seulement elle est mariée au fils du marquis d'Argenson, qui lui-même était au Louis-le-Grand avec Fior de la Marche et Voltaire. Cette fille de Fior de la Marche devient la marquise d'Argenson. Vous voyez le beau portrait de Nattier. C'est-à-dire, s'il demande des renseignements sur sa fille, c'est parce que sa fille s'est très bien mariée. En plus, un vieil ami des deux hommes. Il y a là tout un réseau aussi qui est très important à exploiter. C'est un exemple où une simple faute de copie change tout dans ce qu'on lit dans la lettre. Je vais vite. Et puis, l'adresse aussi est intéressante parce que Monsieur de la Marche, ancien premier président du Parlement, même les adresses contiennent des faits intéressants. On a le sceau du château de Ferney qui est intéressant. On a le tampon de poste de Genève parce que tout le courrier qui partait du château de Ferney pour aller en France passait par Genève, évidemment. Aussi un petit détail qui m'intéresse énormément, il y a Monsieur de Voltaire et la date, ça c'est une autre main, ça doit être un ajout du secrétaire de Fior de la Marche, c'est-à-dire celui qui reçoit la lettre, a classé la lettre, pour sûr qu'il y avait une réponse, et on a écrit pour un classeur quelque part le nom et la date. Finalement, nous avons, je vais très vite là, mais on a plusieurs mains. La main principale de la lettre, c'est la main de Vanière, le secrétaire de Voltaire. C'est aussi Vanière qui écrit l'adresse. Le Voltaire, c'est la signature de Voltaire lui-même. En principe, Voltaire dicte ses lettres dans ces années. Vanière écrit la lettre. Il donne la lettre à Voltaire qui signe. Après, c'est le secrétaire de celui qui reçoit la lettre qui fait une note là-dessus. Donc, il y a 3 mains sur cet objet manuscrit. J'ai demandé à mes collègues au bureau ce qu'ils pensaient de la signature de Voltaire. Nous avons une idée complètement hétérodoxe. On se demande si parfois Vanière ne savait pas imiter la main de Voltaire. Voltaire écrit parfois 15 ou 20 lettres par jour. Est-ce vraiment Voltaire qui signe ou est-ce Vanière qui contrefait la main de Voltaire? Je ne sais pas, mais on peut se poser la question. Mais au moins, il a l'apparence là de 2 mains dans la lettre qui est envoyée, les marques de la poste qui marquent le passage de l'objet manuscrit par la poste et la marque du secrétaire de celui qui reçoit la lettre. Donc l'édition numérique future sera sensiblement différente de celle procurée dans Electronic Enlightenment. C'est facile de faire mieux quand on a le manuscrit sur la main. J'ai pris un exemple évidemment facile pour faire l'effet. Mais ce qui m'intéresse avec l'objet manuscrit, non seulement ça nous permet de corriger le texte, c'est quand même pas un détail, mais aussi cet objet matériel marque le passage ça explique l'objet de la lettre comme un acte de communication, un acte aussi bien comme un acte de sociabilité. On voit ici l'échange entre les deux hommes, l'adresse, l'objet matériel, et je pense que dans l'édition numérique que nous sommes en train maintenant d'envisager, on va réfléchir aux moyens de capter tout ça, surtout avec des clichés de l'image évidemment. Et ceci dit, il faut toujours chercher sur eBay, on ne sait jamais ce qu'on va retrouver. Je vous remercie.